Camille Goutal et Isabelle Doyen sont les deux créatrices des parfums Annick Goutal depuis la disparition de sa fondatrice en 1999. C'est ici à Paris qu'elles imaginent et assemblent leurs futures compositions. Leurs sources d'inspiration sont multiples. Le voyage en est une de choix. Le Maroc, pays de la rose et de la fleur d'oranger qu'elle vénère, était tout désigné pour éditer une nouvelle collection de 5 parfums entièrement naturels. Souvent, les gens disent, en tout cas, quand on travaille pour Goutal, par exemple, les gens disent qu'il y a une signature Goutal, oui, ça c'est sûr. Les gens me disent toujours, mais quels sont les ingrédients que vous mettez pour que ça ne sente pas comme ailleurs? Cette pâte, en fait, elle vient plus des ingrédients qu'on n'utilise pas. Parmi les matières qu'elle n'utilise pas, figurent le santal et le caramel synthétique, le surdosage de molécules boisées, ambrées, les parfums faits à l'économie, qui cognent, qui tiennent et s'accrochent à ceux qui vous entourent. Les agrumes sont de jolies matières, subtiles et éphémères, admet Camille. À une trentaine de kilomètres de la ville de Taroudan, dans le sud du pays, se trouve un agrume tout à fait particulier, le cédrat. Isabelle et Camille, accompagnées du guide La Seine, tenaient absolument à découvrir les particularités olfactives extraordinaires de ces cédrats cultivés ici depuis plus de 2000 ans. Pour les découvrir, il faut longer le lit de l'Oued Assad durant près d'1 heure. En chemin, Isabelle fait la découverte d'une plante odorante aux notes vertes. Il y a un côté un peu menthe et un peu shiso. Ah oui, shiso, tu trouves? Mais c'est un peu sucré aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ces notes lui rappellent le parfum Un matin d'orage qu'elle a créé dans la série Goutal Les Orientalistes en 2009. Elle est la première pièce de l'herbier parfumé qu'elle ramènera à Paris. Bon, enfin, on arrive dans les vergers où il y a les cédrats. Terrasse. Voilà, ce sont ces arbres-là. La Seine a repéré quelques spécimens de ce fruit très odorant, proche du citron et de la mandarine, utilisé en parfumerie fine. Il est aussi très recherché par les Juifs pour célébrer la fête des cabanes. Donc là, on va rentrer pour ramasser le cédrat, le fruit du cédrat. Allons-y. Même avec ma taille, je crois qu'il va falloir que je... Ils ont utilisé le fumier. On voit les crottes de becquettes. Ah, mais je me disais bien. C'est ce qui fertilise. Je ne pas poser la question. C'est ce qui fertilise le sol. Regarde, pourquoi tu crois que je pas les genoux au sol? Je devrais toujours faire comme Camille parce qu'elle anticipe toujours tôt. Elle est pas mal aussi. Il faut garder la tige. Ce qui permet au fruit de rester longtemps. Pour les fêtes, il faut qu'il soit un peu comme ça, qu'il ait une tête comme ça. C'est vrai que les feuilles, elles sont dingues aussi. Elles sont plus haut. Elles ont de la poussière aussi. Ouais. Faut les laver un petit peu après. On va prendre un copeau. J'ai du mal à... Ah, ça c'est super bon, ouais. Je veux pas lui prendre plus. Ça sent un peu de pamplemousse aussi. J'ai l'impression de faire le crabe. Ou le canard. Ça s'utilise, les Juifs utilisent le cédrat dans leurs prières. Et d'après un monsieur ici qui les a côtoyés, il me disait que quand ils prient, ils prennent ça comme ça, en disant que tous mes péchés vont se réduire et se résumer à un petit truc qui ressemble à la tête du cédrat. C'est le seul endroit au monde? C'est le seul endroit au monde où on cultive des draps de qualité comme ça.
Parce qu'on a essayé de le transplanter ailleurs, mais ça n'a pas donné des fruits de qualité. Oh, il y a de la grenade là. Voilà. Là, le fruit est meilleur parce qu'il y a encore la tige, ce qui permet de garder le fruit longtemps. Et puis le bout, ce qui permet que c'est un fruit de qualité. Voilà, on voit même l'essence, donc des petits grains. Ouais, donc en fait, en parfumerie, on ne se sert pas de l'intérieur, on se sert de cette partie-là qui va être dans les pressée. petits grains là. On va presser le zeste pour récupérer le petit jus qui sort quand on presse le zeste. C'est plus huileux, alors que l'intérieur c'est plus aqueux. Et, ça, et on fait ça à froid parce que sinon, là, si on chauffait, ça ne résisterait pas. D'accord. Les bébés fruits et le petit grain. On distille carrément la branche avec les petits fruits qui ne sont pas encore mûrs. Et puis on retrouve des notes du cédrat dans des parfums. On parlait de Ninféo tout à l'heure. C'est vraiment les notes qu'on retrouve dans Ninféo. Et en plus avec le figuier alentour. C'est un peu le génie qui sort de la le génie. Ça sent bon. Et à chaque étape, c'est différent. C'est dingue. Ils cultivent le cédrat ici et ils l'exportent. Il y a souvent la communauté juive marocaine ou les juifs d'Israël qui viennent acheter ici le fruit. Ouais, c'est vraiment... La région est très très connue pour le cédrat. Isabelle avait créé, avec Annick Goutal, un parfum à base de cédrat intitulé « Eau d'Adrien », inspiré du roman de Marguerite Yourcenar. Une citation lui est attachée dans laquelle l'auteur nous confie « Il m'est arrivé de tourner le dos à l'horizon du sud et de m'enfoncer plus avant dans ces steppes. » Un appel en somme à poursuivre le voyage. Tu peux le mettre ? Vas-y. Hop, mets ta main comme ça. Attends, un peu plus. Écoute, j'ai le mien. Ça va pas aller, tu crois ? Je choisis un comme ça. Voilà. À plusieurs centaines de kilomètres de la vallée des Cédrats, non loin de Zagora, la Seine a organisé une méharée jusqu'au bivouac d'Oulet Driss en plein désert. Avant toute chose, il est nécessaire de se protéger la tête des vents de sable imprévisibles. Voilà. Eh bien, nous voilà équipés. سلم على السيدة. Camille. سميتك أنت؟ العربي. Son prénom. Larbi. Larbi, d'accord. Toi, t'es sur Chewbacca. Ah bon? Salut Chewbacca. Depuis 1981, la maison Goutal se distingue par sa vision aventureuse de la parfumerie. Une parfumerie qu'Isabelle et Camille poursuivent en duo et qui puise ses sources dans la nature et la culture bâties sur des histoires. Une des plus emblématiques a donné le parfum Sable, une histoire de dunes, de leur odeur vacancière et d'hommage à son mari, qu'Annick a imaginé en 1985. C'est Dupont et Dupont, donc nous on s'amuse bien. D'ailleurs souvent on s'amuse tellement que les gens ont l'impression qu'on ne travaille pas. Mais si on travaille. Et on est très complémentaires. C'est-à-dire que déjà Isabelle a énormément de créativité aussi. Moi j'ai peut-être un côté plus visuel et Isabelle peut-être quelque chose de plus littéraire. Et puis, travailler à deux, c'est génial parce que ça apporte un équilibre. C'est quand on sent une forme... D'abord, on ne travaille pas les mêmes formules en même temps. On travaille chacune notre formule. En revanche, on sent tous nos essais en même temps. Sinon, les souvenirs d'odeur... J'en ai eu évidemment en Polynésie, parce que là-bas, c'est le royaume des odeurs.
et en particulier celui de l'Ylang Ylang, le soir à la tombée de la nuit, qui est juste une merveille de parfum qui vous passe sous le nez. Et je sais pas, je devais avoir à peine 7 ans, et c'est quelque chose déjà qui me renversait. Et un soir où je dînais chez cet ami dont le père travaillait chez Guerlain, je ne sais pas pourquoi, il m'a balancé un prospectus d'une école qui se trouvait à Versailles, qui avait été fondée par Guerlain, et il m'a dit, si ça t'intéresse, il y a une école à Versailles qui prépare pour devenir créateur de parfums. Et ça a été comme un rideau qui s'ouvrait sur un univers magique. Et je lui ai répondu, c'est ça que je veux faire. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. J'ai commencé à travailler en tant assistante et photographe, j'adorais ça. Et puis en fait, j'ai perdu ma mère, j'étais assez jeune, j'avais 24 ans. Et là, la question s'est posée de savoir ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais reprendre une partie ou pas de la création, sachant que je ne savais évidemment absolument pas faire de parfum. Ma mère était sage-femme, mon père était météorologiste, rien à voir avec le parfum. Et donc, a priori, je n'avais aucune chance d'atterrir dans ce monde. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours une interrogation sur ce qu'était le parfum. Je ne savais pas ce que c'était a priori, et ça m'intriguait beaucoup. Je pensais que c'était une odeur que les femmes exhalaient quand elles devenaient mères ou dames. J'ai appris aux côtés d'Isabelle, c'est-à-dire que j'ai commencé en pesant toutes ces formules. Donc je devais tout évaluer, et ça m'amusait beaucoup. Mais voilà, créer une formule, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Il faut tout mémoriser, les noms, les odeurs. Ma mère, elle m'a élevée dans l'idée que quand on était une femme, déjà, on se devait d'être indépendante, autonome. Et surtout, elle avait une intuition extrêmement forte. Et elle m'a toujours dit, suis ton intuition. Suis ton intuition, ne te laisse pas... laisse pas les autres te dire c'est bien ou c'est pas bien. Parce que sinon, on fait rien, en fait. Personne n'a le même avis. Donc, suis tes convictions, ton intuition. Et du coup, quand c'est moi qui me suis retrouvée à sa place quelque part, je me suis jamais dit, oh là là, est-ce qu'elle aurait fait comme ci, comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'Isabelle, c'était pareil. Enfin, sinon, on n'avance pas, c'est pas possible. Et puis, j'ai eu mon autre grande chance, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux et gentil. Et elle était toujours... c'était pas une mère... malgré toute sa personnalité, c'était pas du tout une mère castratrice. Voilà. Donc elle me mettait toujours en avant, tout le monde d'ailleurs, elle était très généreuse et elle mettait toujours les autres en avant. Donc je pense que ça m'a aidée aussi à pas trop me poser de questions, quoi. Mon père est peintre et mon beau-père est musicien et ma mère était pianiste avant d'être parfumeur. Et moi, je pensais que c'était ça la vie normale, en fait. Les horaires de bureau, je savais même pas que ça existait jusqu'à ce que je grandisse et que je me rende compte qu'en fait, ma famille était assez atypique et que c'était une grande chance de grandir dans cet univers-là. Et donc, c'est un univers qui ouvre tous les sens. Et j'ai ce souvenir de ma mère en permanence quand on marchait dans la rue qui me disait toujours « Oh, regarde la petite sculpture sur l'immeuble !» Oh, regarde la couleur de cette peinture. Ou alors, quand on marchait dans la nature, elle froissait toujours les plantes sous sa main. En fait, c'est un appel au sens permanent. Et mon père, d'une autre façon, m'a aussi beaucoup enrichi. Quand j'étais petite, il avait un stand Opus. Et donc, je passais tous mes dimanches à sillonner les puces. Et j'étais face à des œuvres d'art de dingue. Et j'avais 3-4 ans. Et j'avais, comme certains antiquaires me connaissaient, j'avais même le droit de monter dans les greniers. Enfin, c'était magique, quoi. Ça développe un imaginaire assez fort, ouais.
Camille et Isabelle ont quitté tôt le désert d'Ouled Driss pour se rendre dans les montagnes du Sirois, au sud du massif de Tougbal, dans l'anti-Atlas, pour rejoindre le petit village d'Atoura à travers une piste sinueuse et impressionnante. Elles ont rendez-vous avec la famille Erbib pour la récolte d'un des meilleurs safrans au monde. Cette rencontre a été organisée par Mahfoud, propriétaire d'une auberge en contrebas du massif. Il a de très nombreux amis montagnards qui l'aident parfois pour les cultures de cet or végétal que les Berbères cultivent depuis des siècles. Bonjour. Bonjour. Ça y est, ce matin, on va partir à la cueillette des fleurs de safran. Bonjour. On va partir pour cueillir les fleurs. Isabelle et Camille. Il y a aussi des paniers pour vous. Hein. Voilà. Ouais, c'est trop beau. Voilà. Super. Voilà. Laoussine, le père de la famille Erbib, ne se sépare jamais de son âne pour rejoindre ces cultures situées à près de 2000 mètres d'altitude. Le Sirois est un monde minéral grandiose, creusé de gorges, de vallons verdoyants, dans un chaos rocheux qui ralentit la marche. Le safran se plaît en altitude et peut résister à des gels importants. Les Berbères le cultivent dans des jardins en terrasse, dans un sol pauvre, débarrassé de leurs pierres. Au passage de sa bergerie, Laoussine offre un dernier thé avant un ultime effort pour rejoindre son jardin un peu plus haut dans la montagne. Alors il nous amène à son champ de Le crocus. safran, oui, oui. Hein? Là, pour son champ, Ah. il est en bas. D'accord. Voilà. C'est ce que j'ai fait, regarde, il est là. Et alors vous ramassez pas les toutes ouvertes aussi? Non? Que comme ça? Non, ouverte aussi. Il ramasse Ouverte aussi. aussi? Oui, oui. Attends, alors là, par exemple, ça je laisse. Je fais comme ça? Comme ça? Voilà. Et voilà. Ah, est-ce que je... Comme ça? Comme ça? Il faut vers le bas, comme ça, hop, et vers le haut. Mais rapide. Tic, tic. Hop là. C'est bon? C'est bon. Voilà. Génial. C'est joli. Voilà. سكرتيني يا ابني. Voici la récolte. Waouh. d'aujourd'hui. Ah, Magnifique. regarde. Mais ça m'étonne pas que l'extrait de safran soit si cher, parce que nous, on utilise l'extrait de safran dans les parfums, Oui. mais c'est très très cher. Mm. Et quand tu vois le poids des pistils et combien il en faut pour faire un Oui, extrait, oui. tu comprends que ça doit être très très cher. Mm. Et pour faire 1 gramme de safran sec, il faut entre 180 et 200 fleurs Waouh. pour 1 gramme. Donc maintenant, je comprends pourquoi je ne Voilà. pouvais pas en mettre 20% de ma formule. tu vois. Voilà, parce que ils vont... Et vous le mélangez à la rose ici un petit peu? non, ici, non. Non, parce que je sais que les princesses arabes, par exemple, les princesses du Qatar, Oui. elles font un mélange d'essence de rose Oui. et d'extrait de safran et de oud Oui. et de musc aussi. Oui. Et elles se font des espèces de parfums comme ça, D'accord, et qui nous inspirent pour en faire des plus légers. d'accord. Mais elles font beaucoup D'accord. d'associations comme ça avec de la D'accord, rose. d'accord. Et c'est vrai que c'est une association qui est très intéressante. D'accord, Avec l'extrait de carotte aussi, c'est D'accord. étonnant. d'accord. Laoussine a prévu le retour par un autre sentier encore plus spectaculaire, offrant un panorama grandiose
sur les massifs montagneux du Sirois et ses reliefs accidentés. La prochaine étape est le délicat prélèvement des stigmates, ces pistils rouges qu'on fait sécher pour obtenir toute la saveur du safran. Camille et Isabelle sont invitées à participer à cette tradition qui réunit la famille autour d'une table où l'on discute durant ce travail de patience. Et on récupère le pistil, comme ça. Et on le pose. Hop. Comme ça, il y a moins de blanc. Et tu laisses le pollen. Ah, je كذا إذا فوسنا. سعيد وين سعيد؟ تبارك الله يا حرج. تبارك الله. تبارك الله يبارك. هوايا. Mais depuis quelques années, la chaleur est plus élevée qu'avant dans les montagnes et l'impact sur les récoltes est flagrant. Comme ça, par exemple, c'est la sécheresse. Et il y a moins d'eau et il fait chaud. C'est lié avec le climat. Et pour sa récolte annuelle, ce qu'il récolte, c'est-à-dire combien de grammes, c'est entre 250 grammes de safran et 400 grammes par an. Les bonnes années, il récolte 400 grammes. Et est-ce que quand il était plus jeune, parce que tu parles de changement climatique, est-ce que quand il était plus jeune, il en récoltait plus? Il m'a dit que la première fois qu'il se souvient de safran, c'est 1975. D'accord. D'accord. Il a dit, il y a beaucoup de fleurs et juste un peu de jardin, ils ont beaucoup de fleurs. Parce que il y a de l'eau pour l'irrigation. Puis aussi, il y a le climat, il fait pas chaud. D'accord. Il a dit maintenant, non. Il a dit, il a plus de jardin. Et pour son safran, ils le vendent pas d'un coup. Ils ne vendent pas, par exemple, 400 grammes d'un coup, mais ils vendent en petite quantité, chaque souk. Ils partent au souk, puis ils vendent, par exemple, 20 grammes, suivant combien ils veulent vendre. Et avec l'argent qu'il a récupéré, il fait les courses pour sa famille, pour la semaine ou bien pour le mois. Après quelques discussions, Lahoussine a accepté de montrer à Isabelle et Camille comment se déroulait la cérémonie du 7e jour de la naissance de l'enfant de sa fille. Durant cette cérémonie, où la famille attribue un prénom à l'enfant, de nombreuses matières odorantes sont employées pour le protéger. Une occasion unique pour Isabelle et Camille de redécouvrir ce lien ancestral entre parfum et spiritualité. ما تذكر ما يخزري السيمانة 7 أيام. 7 يومية. يا ما قيس تذكر. نذكر الكورة. عم تخاطي صغار نشمي. يا. هكاك نيا. ما شكون تقال مال الخورة شكون تقال. تنستعمل حمد الجاوي دروس الغند ديك هكاك إيك ما كيستكر بدا تسين تلحمت الكان يا ارتسين يا تيجغاغين مزيان تيجغاغين نسان يا هكاك نسيت ici c'est ig. D'accord. Ici c'est الجاوي. Et tassergin. Ouais. Voilà. Ici c'est avec ces plantes qu'ils font la fumigation des vêtements du bébé. Et ça, c'est quoi, tu sais? C'est le jaoui. C'est une résine ou c'est... C'est une résine. Et est-ce qu'il y a des matières animales ou des choses comme ça? C'est végétal. Tout ça, c'est végétal. Tout ça, c'est végétal. Tout ça. Parce qu'il y a qui chassent les mauvais esprits. Il y a qui attirent les bons esprits. Il y a juste pour l'odeur, pour parfumer la pièce et pour parfumer les vêtements de bébé. Chaque plante, il a une utilité. Et ça, c'est la résine de pistachio de l'arbre qui donne ce fruit. Oui, c'est comme les résines. Ça fait bien, on sent quand même. Et avec cette résine aussi, avant, ils font de l'encre parfumée. Ils font brûler la résine parce que la résine, il est comme ça, de cette couleur. Ok. La même couleur. Et ils brûlent jusqu'à ce qu'il devienne noir. Il se caramélise. Okay. Il sèche parce que quand il est caramélisé, il est sec, il est noir. Puis après, il la pile. Il mélange avec un peu d'eau
Et c'est une encre parfumée. Quand tu écris, par exemple, écrire dans un livre, le livre il est vraiment parfumé. La grand-mère qui va faire la fumigation. Bismillah. Voilà. Alors on met tout en même temps, c'est ça? Oui. Les parents ont choisi pour l'enfant le prénom d'Imran. C'est fini, ça y est. On revient plus sur le prénom. Aïe. Il est désormais reconnu socialement dans la famille et le village. Tu vois, Ça sent bon. Ah oui, ça sent. Ça, c'est la résine de pistachier sauvage. comme un Ig. encens très En berbère, c'est ig. C'est aussi ça, en fait, ce qui est amusant, c'est que quand on voyage, donc on sent parfois des choses comme ça. Et puis on se dit, on aimerait tellement avoir la matière première. En fait, souvent, on l'a pas. Et c'est là où finalement, on se dit, on va en faire un parfum. Oui. Tu vois, et on mémorise toutes les odeurs, on essaie de faire des associations et tout ça. Et c'est finalement là, quand les parfumeurs disent je suis allée à tel endroit dans le monde et je suis revenue, j'ai voulu faire un parfum, parfois c'est parce que justement tu sens des choses que tu n'as pas. C'est là que commence le travail du parfumeur en fait. Pour Isabelle et Camille, ce travail pourrait commencer par une association entre le figuier lentisque, utilisé en fumigation durant la cérémonie, une verveine et un basilic pour donner une eau très fraîche, différente d'une composition à base d'agrumes. Mahfoud leur suggère de trouver un herboriste au souk de Tilwin pour trouver leur bonheur dans les étals. Ça, c'est la résine. Ça s'appelle Omennes. C'est pas... Oui, c'est la Omennes. En l'absence d'herboriste, le souk ne s'avère finalement pas d'un très grand renfort pour ce qu'elle recherche. Leur chauffeur connaît un lieu prospère en plantes à parfum du côté de la vallée de Ouirgan en remontant au sud-ouest de Marrakech. De nombreuses femmes berbères les récoltent dans les montagnes depuis des générations pour les soins du corps. Rendez-vous est pris au village de Tirfist, où les attendent Fenjiro Kenza, du domaine de la roseraie, et sa collaboratrice Amina. Du haut de ses 1500 mètres d'altitude, le village de Tirfist offre une vue splendide sur la vallée du Haut-Atlas. Dans cet environnement éloigné des villes, la vie des familles berbères est simple et proche de la nature. Amina et Kenza ont grandi à Ouirgan. Elles s'efforcent de perpétrer les savoirs des anciens sur les plantes aromatiques dont elles ont elles-mêmes bénéficié. Elles les utilisent intensément pour les soins du corps au domaine de la roseraie. Alors ça s'appelle tirgelt. On la récolte, on la ramène. Il y a 10 petits grains qu'on met on met dans le miel. C'est pour la femme qui veut être enceinte. D'accord. Ok. Oui, tenez. Tu l'as goûté? Il y a un goût avec le miel. Ça... Ah. Et ça, c'est une plante femelle. Et ça arrive toujours avec elle. Ça, c'est mâle. Il s'appelle irgl. Ça, c'est irgl. Ça, c'est tirgl. Ah, ben ça sent plus. C'est normal, les mecs, ça sent plus fort. Ouais, parce que cette plante-là, elle sent pas beaucoup. plus. Ouais. Donc en fait, c'est mâle et femelle. Oui. Les badianes. Non, ils sont pas. C'est un peu plus collant. Le mâle. C'est toujours plus collant aussi. C'est vrai que ça colle plus que l'autre. Ouais. Petite feuille. Mais c'est quand même moins fort que le cystolabdanum qu'on connaît.
Sur le chemin, Camille découvre la menthe des cours d'eau, appelée timidja, largement utilisée dans la région avec le thé ou le café. Depuis le matin, dans le patinoire. Tous les matins, vous en mettez? C'est Bachelard qui parle de la menthe aquatique. Mais la tige, elle sent bien aussi. C'est un peu médicamenteux. Hein. Carrément. Alors, c'est timija. On boit la timija dans le café. On le met dans le café, on le met dans le thé. C'est un peu animal aussi. Voilà. C'est un peu l'habitude. C'est la myrte. Ah, la myrte. Il n'y a pas d'odeur. Ah oui. Mais si on le met dans l'eau, Bien. Attends, tiens-la bien. Enfin, il n'y a pas d'odeur, il y a quand même. si, il y a un peu. Parce qu'elle est sauvage. شمي هذه عندها علاقة بهذيك Ça sent un peu l'eucalyptus aussi. L'eucalyptol. Ça, c'est la dernière qu'on met au hammam. Dans notre rituel hammam, on fait une infusion avec ça. On le met pour purifier la peau à la fin. En froissant les feuilles de myrte sauvage, Isabelle et Camille ont perçu des odeurs de romarin mélangées au genièvre qui apportent une note résineuse aux créations olfactives. Chez les Berbères, c'est une plante symbolique utilisée aussi bien pour les mariages que pour la toilette des défunts. Et le nigel, vous l'utilisez beaucoup aussi? Ça, non. Oui. Ça pousse ici? Alors, non. Non, Pas chez nous, mais il est utilisé dans les tisanes notamment aussi, en fortifiant. Avec la lavande sauvage, il est bouilli, notamment pour les enfants qui ont attrapé un coup de froid. Donc la lavande étant assez camphrée, donc on la fait bouillir, ou dans du lait pour les enfants, et on met des grains de nigel aussi avec, on boit un petit peu, et donc ça va développer les immunités. Ça, tu l'as trouvé là? Oui, elle était... Ces régions montagneuses, riches en plantes odorantes et médicinales, sont comme une grande pharmacie à ciel ouvert pour les populations de Ouerghane. Une approche naturelle que partagent Isabelle et Camille dans leur création de parfums. Récolter les plantes sauvages dans la montagne demande de la patience, des connaissances et une bonne résistance physique. J'ai ramené du thym. Et ça, c'est déjà la lavande. Ah oui, ça c'est... C'est du thym. Oh, Oui, d'accord, oui. Et là, tu as un petit mélange, il y a deux choses. Oui, c'est la lavande. Ça, c'est la lavande. C'est la lavande. Et ça. Voilà, ça sent presque le pétrole. On va placer. Je mets la lavande. Comme ça, vous avez j'ai toute la lavande. Ça, on met dans le lait, on met dans le café aussi. Oui, d'accord. Camille et Isabelle sont invitées à boire le café parfumé aux plantes sauvages chez la famille d'Amina en compagnie de Kenza. Il y a d'autres trucs là, les fameuses pastèques. L'hiver, elle mélange le café avec la lavande endémique qui réchauffe le corps avant d'aller dormir. Le thé est aussi mélangé avec du géranium rosa ou du thym, menthe, romarin, sauge, suivant la saison. Et des herbes. Ah oui, le tien est carrément aromatique. Hein. Mais je sens autre chose. Oui, en fait. Du thym et de la lavande. Waouh, dans le café. Ouais. En fait, c'est aussi une des spécialités, façon de boire le café, de le faire aux plantes aromatiques. C'est pas mal. On connaît le café qui est épicé, il y a des gens qui mettent du poivre ou autre. Ou de la cardamome. Enfin, quand on dit la lavande, c'est la petite qui ressemble au romarin. Oui. Ça. Mais il y a aussi la timija, la menthe. Ah oui, ils ont mis un petit peu de menthe aquatique. Ah oui, aquatique. Il y a 3 plantes. Et alors, c'est des plantes qu'ils ont cueillies dans la montagne. On dirait presque qu'il y a du rhum dedans. Du rhum vieilli. Au bord des ruisseaux de la montagne.
Kenza et Amina ont prévu de faire découvrir le jardin botanique du domaine de la Roseraie. Un lieu où se pratique le rituel du hammam et des soins du corps issus des traditions berbères. Ça sent le loukoum. Oh la vache! Ça sent comme le... On fait une plongée dans le... Ah! Le beurre dessus. Non mais c'est incroyable ça. On peut se rouler dedans aussi. Attends, je me roule dedans. On dirait un chat avec de l'herbe à chat. Ah. Camille, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Merci pour le... Ah, je vous en prie. Le bain de géranium rosa. Personne n'a jamais fait l'amour à mon géranium rosa aussi passionnément. Alors là, on est dans notre jardin aromatique. On a appelé avec Amina en berbère Tibhirt Nisafern, c'est-à-dire le jardin des plantes qui soignent en berbère. Donc on y retrouve une quarantaine de variétés de plantes, dont des endémiques du Haut-Atlas, la lavande, le thym, armoise, sauge. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir regroupé sur place au même endroit les différentes variétés. Et notamment, alors encore une fois, sur la dentata, donc celle qu'on a vue en montagne. Ouais. Ici, on a une autre lavande, la dentata du nom. Les feuilles un peu crémées. Mais c'est bon, parce que les lavandes, vous les faites tout en tisane. Alors en tisane, dans le rasoul, donc dans les rituels de beauté. Oui. Dans le rituel des pieds aussi. Oui, parce que des petits pochons, mais elle est antiseptique. Alors nous, le géranium rosa au Maroc, on l'utilise énormément dans les tisanes. Et en fait, on a une tisane qu'on appelle tralt, qui est une tralt en arabe veut dire un mélange donc de plantes. Et on va avoir tendance en tisane digestive, après un repas copieux, à faire du géranium rosa, du thym, du romarin et de la sauge, par exemple. Et le géranium, on l'associe juste avec la verveine. Oui, aussi. C'est assez logique comme association. Oui. Le géranium, on l'utilise tout le temps, on adore. Et le géranium Maroc en particulier, parce qu'on a beaucoup d'essences de géranium du Maroc. C'est quand même beaucoup moins cher que l'essence de rose, mais c'est quand même très, très beau et noble. Donc quand on reconstitue une rose, on met pas mal d'essence de géranium pour avoir le côté naturel. Les propriétés bienfaisantes de ces plantes parfumées sont utilisées pour confectionner le traditionnel rasoul, une pâte d'argile dont on enduit le corps pendant la cérémonie du hammam. Donc, mesdames Camille et Isabelle, je vous présente la Fatem. Quand mon papa a créé la roseraie, elle travaillait déjà ici. Et avec une autre dame, Fatna, qui est décédée maintenant, c'était vraiment les deux dames, et je pense les doyennes du village, qui ont une connaissance extraordinaire des plantes, des rituels de beauté, mais surtout quand on était enfant. À chaque fois qu'on était malade, c'était une fièvre, une colique ou autre, c'était des plantes. Ça le fait? C'est bon. Donc que ça soit rose, lavande, thym, romarin, menthe, clou de girofle, le thuya barbari qui lui est réputé contre le mauvais œil, la rose qui est adoucissante, camomille, tout ça va être bouilli en décoction. Quand ça va bouillir, on va laisser infuser, puis on filtre de manière à apporter cette eau. D'accord. Voilà. Alors au début c'est chaud, il faut laisser la terre boire. C'est dur. Non, c'est que du coup je peux pas. Le rasoul est une argile qui lave. On dit qu'elle est saponifère à la base. Et les lavandes. Ensuite, sa deuxième propriété, c'est qu'il va être très hydratant pour la peau après le gommage, où on aura enlevé les peaux mortes. Donc toutes les plantes qu'on est en train d'introduire vont jouer et apporter leurs bienfaits à la peau. Et en dernier lieu, on dit qu'il est hydrophile parce qu'il contient des minéraux qui captent les impuretés. Et donc là, du coup, quand on va se laver, ça va enlever toutes les impuretés du corps. Donc c'est vraiment un rituel et une argile qui est très très complète au niveau du rituel du bain, du hammam. Pour Amina, après le rasoul, l'eau qu'on verse sur notre corps emmène avec elle nos soucis,
nos peines. La vapeur, mais aussi les parfums, font office de thérapie. Avec l'eau de fleur d'oranger. Je viens de vous mettre un masque à base de safran et miel. C'est marrant parce que l'odeur du masque avec le miel et puis le petit fond de fleur d'oranger, plus le romarin sur les bras, ça me rappelle, ça sent super bon, ça me rappelle le vieux Miss Dior que portaient les copines de ma mère. C'est purifiant, c'est tonique aussi. Ah oui. C'est pour stimuler la circulation. Lieu d'histoire, patrimoine mondial de l'UNESCO, le village de Haït Ben Haddou est unique et inspirant. De grands films ont été tournés ici. Laurence d'Arabie, Kundun, Gladiator. Cette ville est chargée de culture. Une dimension sur laquelle Camille et Isabelle se sont toujours appuyées pour imaginer leur parfum. Dernière étape marquant la fin du voyage. Marrakech. Isabelle et Camille souhaitaient échanger avec M. Ben Shahaban, le jardinier du célèbre jardin Majorelle, qui, après ses liens avec Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, devint parfumeur il y a 20 ans de cela. Bonjour. Bonjour. Ça sent bon. Ah, tu vois, l'espèce de corail bizarre. Ouais. Bonjour. Je me demandais s'il y a une période au printemps où la floraison des orangers côtoie celle des roses. Ils sont décalés. Ils sont décalés. Heureusement, la nature est bien faite parce que quand vous avez un alambic à la maison, vous faites d'abord la distillation de la fleur d'oranger et puis vous attendez un mois pour faire la distillation de la rose. Je peux dormir sous l'oranger, là. Faut pas perdre ton chemin. Voilà. Donc, vous avez compris que ma première passion, c'était le jardin. Et l'histoire des parfums, c'est arrivé après, parce que quelqu'un m'a dit, du jardin au parfum, il n'y a qu'un pas, il faut le sauter. Alors certains sont comme des corails, des... Oui. Non, c'est un jardin de collectionneurs. C'est des plantes qui viennent du monde entier. On a séparé la propriété en deux. Ça, c'est une fondation privée avec le musée et tout. Et là, c'est le lieu d'habitation. C'est privé. J'ai baigné dans un milieu où
parfums comptaient beaucoup. J'ai vécu même dans une ville où une rue commerciale était dédiée au seul commerce des parfums. Ça s'appelle Atarin, la rue des parfumeurs. Ça existait à Marrakech, à Fès, dans toutes les grandes villes, il y avait des rues de parfumeurs. C'est dire la place du parfum dans l'art de vivre marocain. Ma famille distillait la fleur d'oranger, l'eau de rose. Donc j'ai baigné dans ça, mais sans jamais être... voilà. Donc quand on avait restauré les jardins Majorin, c'était dans les années 98, vers 2000, les propriétaires du jardin voulaient avoir une boutique de souvenirs pour vendre des cartes postales, des livres, et ils ont dit, bon, on va mettre un parfum. Et moi, ma fonction, c'était de restaurer le jardin. Comme je n'ai jamais fait de parfum auparavant, ben je me suis dit, je vais faire un dessert de ma mère. C'était un dessert que toutes les familles moyennes faisaient à Marrakech. C'est simple, ça se fait en 5 minutes. C'est de l'orange à la cannelle. Moi, la partie la plus excitante dans la création d'un nouveau parfum, c'est l'idée. Voilà, il y a des idées qui tombent pendant les voyages, d'autres pendant des discussions, d'autres lorsqu'on découvre un nouveau produit ou une femme qui passe dans la rue, qui laisse son sillage et vous êtes capté par le sillage. Oui, puis c'est une espèce de synesthésie, c'est-à-dire qu'on se raconte l'odeur encore et encore et encore. On se raconte le film, hein. C'est ça. Voilà, on voit même le flacon, le succès du parfum. Alors le succès, je sais pas, mais en tout cas l'odeur, on a envie qu'elle entre dans le flacon, donc effectivement on repasse le film. Mais quand on trouve une harmonie particulière, on sent qu'il y a quelque chose, là c'est un bonheur. C'est l'illumination. C'est formidable. Là, c'est Pierre Berger. Ouais. Et il venait sentir le parfum que je préparais, vous voyez. D'accord. Donc, et tous les échantillons qui sont restés, il m'a dit, il y a de quoi faire ça. Ouais. Et quand j'ai sorti le premier parfum soir de Marrakech, il m'a écrit une très très belle lettre, plein de compliments que je n'ai jamais montré. Et finalement, on a eu des relations différentes avec l'un et l'autre, parce que l'un est artiste, l'autre est plutôt financier, gérant. Et je crois, et il me l'a dit, que j'avais une sensibilité, que cette sensibilité pouvait m'aider à faire quelque chose dans le domaine des parfums. Et le premier test ayant été approuvé, il m'a conseillé de continuer. J'ai les 3 ou 4 premiers jets. Je n'ai pas conservé le parfum tel qu'il a été commercialisé, mais je peux vous le... Je l'ai encore dans le flacon d'origine. Un des essais que vous avez fait sentir. Un des essais, bien sûr, le voilà. Le début, c'est toujours... Là, ça, c'est l'essai numéro 513. Il avait un nom? Il avait un nom, c'était au Jardin Majorel, aux 2 toilettes, tout simplement. Ah oui. Ça, c'est plus proche de la version définitive. On attend que l'alcool s'évapore. Plus proche, moins... Il y a moins de fleurs d'oranger que dans l'original. C'est plutôt bien conservé, hein? Ouais. Ah oui. C'est étonnant. Il est très concentré ou pas? Très concentré, mais c'est tout naturel. Ouais, mais justement, souvent les naturels sont fragiles. C'est pour ça qu'il est... Je sais pas, il est bien conservé. À l'abri de la lumière. À l'abri de la lumière, comme ça, presque poivré. Mais il a combien de temps cet essai? Vous l'avez repesé là ou pas? Il a 20 ans. Hein, génial. Ça fait 20 ans qu'il repose là. Ouais. C'est incroyable. Parce que souvent, nous on dit que c'est un peu tapé, quoi. Il y a le côté un peu vieux en tête. Ça tient pas mal, ouais. Et c'est grâce à ça, à tous ces essais qui n'ont pas servi, que je suis devenu parfumeur, parce que Yves m'a dit... De ça, tu peux faire quelque chose. Et oui. Il faut pas les jeter, il faut en faire quelque chose. Donc je les ai gardés précieusement. Et normalement, on devrait partir à la poubelle, mais je les ai gardés. Non, on peut pas. Et c'est devenu une passion, puis amitié. C'est là. Après la belle histoire de Ben Shahaban et les récoltes de matières odorantes accumulées durant le voyage, l'heure du retour en France a sonné. C'est un peu comme un pénis. Coucou. Coucou,
ça va? Ça va et toi? Un peu congelé, mais... Ouais, bah c'est normal, hein. C'est pas comme dans le désert. Hein. Non, c'est sûr qu'on était mieux. À Paris, les plantes odorantes marocaines trouvent une place de choix dans le laboratoire où Camille et Isabelle créent sans relâche leurs parfums. Il y a un truc un peu... Ça, c'est une petite plante inconnue au bataillon, mais qui a tout envahi. Tu sais qu'on a trouvé dans la vallée des Cédrats, là, par terre. Hyper puissante. Ça, c'est le cédrat. J'adore. Son copain, l'oranger. Ça, c'est verveine basilic. C'est délicieux. C'est pas ce qu'on cherche, mais... les deux ensemble. T'as senti le basilic? Basilic, incroyable. Ouais, ça c'est bien. Et ça sent... ouais, la maison, ça sent... Absolument. Ça, avec ça, de toute façon, ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est bon. Et comment on pourrait articuler ça pour que... Pistache et lentisque, moi je le verrais bien avec verveine basilic. Et tout à fait. Cédrat, lentisque, verveine, basilic. Camille et Isabelle, galvanisées par leur découverte marocaine, retournent à leur orgue à parfum pour créer le 5e et dernier numéro de la collection 100% naturelle qui va inaugurer très bientôt leur nouvelle marque de parfum. Thank you.